keypad, veuillez vous asseoir. Yes. Le juge président, oui. Alors, je pense que nous allons reprendre et que c'est Maître Altit qui va poursuivre ces questions, les questions qu'il pose aux témoins. Merci, Monsieur le Président. Capitaine, je voudrais revenir un instant sur un incident que vous nous avez décrit qui a eu lieu le 16 décembre 2010. J'ai compris que des militaires qui se trouvaient au carrefour PK18, renforcés après un certain temps par certains de vos hommes, empêchaient des marcheurs qui voulaient aller vers la RTI de passer. C'est correct? Non, monsieur l'avocat. Ceux qui empêchaient les marcheurs, c'était des militaires, ce n'était pas mes hommes. Mais vos hommes étaient en arrière-plan à un Ils étaient, moment, c'est ça? effectivement, lorsque ma patrouille est arrivée avec l'officier, et le chef des militaires qui avait déjà fait former un barrage humain a demandé, sur insistance des jeunes marcheurs, des jeunes manifestants, demandé à la police et à mes hommes de se mettre en retrait. Et il leur a indiqué un endroit où ils devaient se positionner. Mais vos hommes étaient censés aider les militaires à empêcher les marcheurs de passer, n'est-ce pas? Merci, monsieur l'avocat. En fait, ça a été une situation sur laquelle mes hommes sont tombés. Nous ne savions pas qu'il y avait cet incident. Donc, comme je l'ai indiqué, ma patrouille était plutôt indiquée, orientée derrière rail. Lorsque nous avons eu l'information qu'il y avait un incident au carrefour PK18, j'ai réorienté cette patrouille à cet endroit. Et à leur arrivée, c'est plutôt le capitaine de la troupe déjà présente qui a dit qu'il n'avait pas besoin d'eux. Donc, selon le capitaine, il n'était pas censé être là. Vous avez parlé d'un barrage humain et vous avez insisté là-dessus au cours de votre témoignage. Est-ce qu'il est correct de comprendre ce que vous avez dit de la façon suivante? C'était un barrage humain, autrement dit, il n'avait pas été construit de barrage matériel parce que il était probable que les militaires avaient reçu des ordres pour qu'il n'y ait pas d'affrontement. Est-ce que c'était ça que vous vouliez nous dire? Merci, monsieur l'avocat. Je ne saurais le dire puisque moi-même étant responsable de la circonscription en matière de défense, je n'ai pas été associé à cette décision. Donc, je ne peux pas savoir la décision qui a été prise par les chefs. Vous permettez que je vous cite
c'est dans les transcrits français du 1er septembre, page 55, ligne 10. Et je cite. Et comme on ne voulait pas d'affrontement en ce lieu, là-bas, donc les militaires, certainement, avaient reçu des ordres précis. Ce qui semblait vouloir dire que l'absence d'un barrage matériel répondait à une volonté d'éviter, vous permettez que je termine, d'éviter des points de fixation en quelque sorte. Your Honors. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, oui, Monsieur MacDonald, je demanderai à mon estimé confrère de lire l'intégralité de la phrase pour ne pas donner la moitié seulement de la réponse du témoin. I think, Le Président, oui, lisez jusqu'à la fin de la phrase, maître. Et ensuite, laissez le témoin répondre. Mon intention de le laisser répondre et bien sûr, Monsieur le Président, je vais lire l'ensemble. Alors, et voici qu'une patrouille, je cite à partir de la ligne 5, toujours dans les mêmes transcrits, hein, page 55. Et voici qu'une patrouille que j'avais lancée sur le terrain est tombée sur un groupe de militaires au carrefour PK18, que j'ai indiqué sur la carte hier. Et ces militaires avaient fait un barrage, pas un checkpoint. Mais ils faisaient front à un groupe de manifestants, les empêchant de passer, parce que ces manifestants venaient d'Anyama pour la plupart et PK18. Donc ils voulaient passer et continuer leur chemin jusqu'à la RTI. Jusqu'à rejoindre la RTI. Et comme on ne voulait pas d'affrontement en ce lieu, là-bas, donc les militaires, certainement, avaient reçu des ordres précis. Je ne sais pas parce qu'ils ne sont pas passés dans ma caserne. Bon, je pense que c'est le passage pertinent, n'est-ce pas? Alors, capitaine, vous avez insisté à plusieurs reprises sur le fait que c'était un barrage humain. Et là même, dans ce que je viens de citer, vous insistiez en faisant la distinction entre un barrage, donc, si je comprends ce que vous avez dit à d'autres moments, humain, et un checkpoint. Pourquoi cette distinction? Merci, monsieur l'avocat. Je fais cette distinction parce que c'est un terme que nous employons très souvent au maintien de l'ordre. Et au maintien de l'ordre, la gendarmerie ou la police n'utilise pas d'embarras de voies. Nous n'embarrassons pas les voies. Lorsqu'il nous est demandé de faire un barrage, c'est pour empêcher des manifestants. Donc, nous le faisons avec les éléments, c'est-à-dire qu'avec le personnel. Et donc, c'est ce que les militaires ont fait. Donc, il n'y avait pas de checkpoint, comme je l'ai précisé. Il n'y avait rien qui empêchait les véhicules ou le personnel de passer. Et quelle signification vous donnez à cela?
Merci, monsieur l'avocat. Je pense que à ce niveau de la situation, c'est justement ce qui devait être fait. C'est-à-dire que si c'était les policiers ou les gendarmes qui étaient arrivés, c'est ce que nous aurions fait en face de ces manifestants. Et peut-être si la situation évoluait négativement, nous aurions utilisé les moyens conventionnels que nous utilisons habituellement au maintien de l'ordre, c'est-à-dire les grenades lacrymogènes, les boucliers et autres. Mais comme les militaires n'en avaient pas, c'est les civils, ces manifestants qui ont insisté pour demander que la gendarmerie et la police s'éloignent. Parce que lorsque nous arrivons, on jette sur eux les lacrymogènes. Et le capitaine a exécuté ce que les manifestants ont demandé. Pourquoi dites-vous c'est ce qui devait être fait? Merci, monsieur l'avocat. C'est ce que nous apprenons en école face aux manifestants. Les manifestants sont à différencier avec l'ennemi. Donc ce que vous voulez nous dire ici, c'est que les militaires ont traité les marcheurs comme des manifestants. C'est ça? C'est bien cela. Et quand les marcheurs demandent au capitaine de faire reculer votre patrouille, c'est-à-dire les gendarmes, et des policiers qui étaient là aussi, le capitaine obéit. Pourquoi il obéit, à votre avis? Your Honors, Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, là c'est une opinion. Il demande au témoin son opinion à propos de ce que pensait quelqu'un d'autre. Moi, je ne pense pas qu'il puisse répondre à cette question. Le Président, oui, c'est ce que j'étais en train de me dire également. Vous pourriez reformuler? Vous savez, c'est assez difficile de savoir ce que pense quelqu'un d'autre. Merci. Donc, est-ce que c'était le bon processus militaire, la bonne décision militaire que de faire reculer, à la demande des marcheurs, gendarmes et policiers? À mon avis, ce n'était pas la bonne méthode parce que là, nous nous trouvions, comme je le répète, je l'avais déjà dit, le cas de figure qui se présentait, c'était un cas de maintien de l'ordre. Et non seulement les militaires ne sont pas outillés pour le maintien de l'ordre, et ils n'avaient pas le matériel nécessaire, c'est-à-dire les grenades lacrymogènes qu'on utilise généralement pour disperser ce genre d'attroupement. Et c'est à ce moment, dans votre récit, que des tirs partent des rangs des marcheurs et que 2 soldats tombent morts. C'est bien ça? C'est bien cela, monsieur l'avocat. Alors j'ai une question. Vous nous aviez expliqué que votre patrouille avait tenté de poursuivre à un moment des jeunes hommes armés de Kalachnikov qu'on lui avait signalés. C'est correct? Non, monsieur l'avocat, ce n'est pas correct. On ne leur a pas signalé des jeunes gens, c'est eux plutôt qui ont vu. Ils ont vu ces jeunes gens et c'est à moi qu'ils ont signalé. Donc, lorsque le capitaine a demandé que les 2 groupes, policiers et gendarmes, quittent leur position et reculent, donc moi j'ai demandé à mon officier
ne pas rester au même endroit que les policiers pour ne pas que, en cas de situation, ils soient tous exposés. Donc, ce n'était pas judicieux. Donc, je leur ai indiqué, connaissant le terrain, je leur ai indiqué un endroit qu'ils devaient occuper. Donc, de sorte à être sur les deux flancs de la route. Les policiers étaient déjà du côté droit en allant sur le carrefour PK18. Donc, j'ai demandé à mon officier de se mettre sur le côté gauche. Et c'est lorsqu'il est rentré, lorsqu'il est parti sur le côté gauche, dans l'école primaire que j'ai indiquée, il a surpris ces jeunes gens qui avaient utilisé le tunnel où le train passe. Donc, ces jeunes gens avaient utilisé le tunnel pour contourner la troupe de manifestants et de militaires. D'accord, tout c'est clair. En fait, si je vous comprends, c'est au moment où le capitaine demande à vos hommes et aux policiers de reculer que vos hommes reculant tombent sur ce groupe de jeunes gens armés de Kalachnikov qui se cachaient. Est-ce que c'est bien ça? Merci, monsieur l'avocat. Ils tombent sur eux. Ils ne se cachaient pas. C'est quand ils sont tombés sur eux que les jeunes gens maintenant ont changé de direction. En fait, ils voulaient contourner la troupe qui était au carrefour. Mais lorsque ils ont aperçu mes hommes, ils ont rebroussé chemin et ils sont allés se cacher dans une classe, une salle. Quand vous dites qu'ils voulaient contourner la troupe, donc ce sont les militaires qui s'interposaient devant les marcheurs, c'est ça? C'est bien cela. Pour, ce que vous voulez dire, c'est pour les prendre à revers. Est-ce que c'est bien ça que vous voulez dire? Pour prendre à revers les militaires. Est-ce que c'est ça? C'est bien cela parce que si ils n'avaient pas croisé mes hommes, c'est sûr que ces hommes armés seraient sortis dans le dos des militaires. Donc, si je comprends votre récit, il y avait des hommes armés de Kalachnikov qui, parmi les marcheurs qui faisaient face aux militaires, et d'autres hommes armés de Kalachnikov, parmi ces jeunes gens dont vous parlez, qui se sont ensuite cachés dans l'école quand vos hommes sont arrivés. C'est bien ça? Il y avait deux possibilités de feu. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai plutôt précisé que les hommes armés que mes hommes ont vus avec précision et avec certitude, c'est ceux qu'ils ont surpris et qui ont changé de direction, qui sont partis se cacher. Pendant ce moment, au moment où mes hommes quittaient le contact des militaires, les hommes qui étaient en face des militaires, ils ne les avaient pas vus armés. Donc je ne peux pas confirmer que il y avait en face des militaires des hommes armés et derrière d'autres personnes armées qui les contournaient. Je ne peux pas le dire. Je me tiens à ce que mon officier m'a dit. Et dans le récit de votre officier, les tirs qui ont tué les deux soldats, ils venaient d'où? Les tirs qui ont tué les deux soldats, comme je l'ai dit, moi-même aussi dans mon récit, venaient d'en face, c'est-à-dire de la troupe qui était en face. D'accord. Alors, vous nous avez parlé d'un autre incident, l'une de vos patrouilles, et c'est peut-être d'ailleurs la même parce que je ne me souviens plus exactement, avait été prise
le même jour sous le feu de tireurs embusqués. Est-ce que vous pouvez nous dire où ils se sont fait tirer dessus? Merci, monsieur l'avocat. Effectivement, c'est le même jour. C'est une patrouille que j'avais fait sortir et qui était dirigée par mon adjoint. Cette patrouille devait partir depuis le camp jusqu'à Bobo Baoulé, en passant par le carrefour Samaké. Donc, lorsqu'on quitte la mairie, le rond-point mairie, on accède à ce rond-point. Donc, c'est entre le rond-point mairie et le rond-point Samaké qu'ils ont été pris à partie. D'accord. Toujours le même jour, vous nous avez dit être sorti, d'abord avoir entendu des tirs du camp commando. Vous étiez au camp commando, vous avez entendu des tirs, et vous nous avez dit, et ça va être ma question parce que ce n'était pas si clair, que c'était des grands bruits comme des bruits de gaz lacrymogène. Ça, j'ai bien compris, mais je n'ai pas compris si vous aviez pu entendre s'il y avait des tirs d'armes à feu quand vous étiez au camp commando. Le même jour, hein, on parle du même jour. Merci, monsieur l'avocat. Je ne me souviens pas exactement, mais l'impression que j'ai eue, que je suis sorti, pour moi, c'était une opération de maintien de l'ordre. C'est-à-dire que c'était des hommes face à des manifestants au-delà du rond-point mairie. Donc, il fallait que je me rassure avant de rendre compte avec précision à mes chefs. D'accord. Je ne me souviens pas avoir entendu des coups de feu en dehors de ce que j'ai dit là. Les armes de maintien de l'ordre. Vous voulez dire que vous avez entendu des grenades lacrymogènes, c'est ça? Effectivement. D'accord. Quand vous sortez du camp commando, vous passez par le rond-point de la mairie, par le grand marché, puis le rond-point de la mairie. C'est correct? Ce jour-là, hein, je parle de ce jour-là. Effectivement, mais pas derrière. Parce qu'il y a deux possibilités de passer devant le marché et accéder au rond-point mairie. Il y a deux possibilités. D'accord. Et vous nous avez dit avoir croisé un checkpoint fait par des civils. Qui étaient ces civils? Monsieur l'avocat, je ne comprends pas la question. Je vais vous dire, si vous avez une seconde. Alors, je vais vous citer, comme ça ce sera très clair. Ce sont les transcrits français du 1er septembre, page 59, ligne 2 et suivante. Et je cite. En passant par le grand marché, et puis pour atteindre le rond-point de la mairie, donc là, j'ai croisé un checkpoint qui avait été fait par des civils, des jeunes civils.
Après, vous expliquez que vous leur parlez, etc. Et vous dites, parce que c'est important, ils ont échangé entre eux, et puis ils ont ouvert, ils ont enlevé les barricades et ils m'ont permis de passer. Ma question, qui sont, à votre connaissance, ces jeunes civils qui ont érigé un checkpoint avec une barricade, d'après vos dires? Merci, monsieur l'avocat. Ma question demeure toujours, parce que la précision est déjà donnée. Je dis de jeunes civils. Si ça avait été des hommes armés, j'aurais précisé. Alors, je vais préciser ma question. Étaient-ce des partisans de M. Ouattara ou des partisans de Laurent Gbagbo? Merci, monsieur K. À cette période, il était difficile de voir des partisans de M. Laurent Gbagbo dans les rues. J'ai pas bien compris la réponse. C'était des partisans de Laurent Gbagbo ou des partisans d'Alassane Ouattara? Merci, monsieur l'avocat. Je ne veux pas me prononcer avec précision, mais je donne quand même un élément qui pourra peut-être vous aider. Je dis qu'à cette période, je le précise, les partisans du président Laurent Gbagbo ne se voyaient pas dans les rues en train de faire des barricades de ce genre. Donc, est-ce qu'ils étaient partisans de M. Ouattara? Je ne sais pas. Mais je précise que ce n'étaient pas les partisans de M. Laurent Gbagbo. Est-ce que c'était des gens aussi qui voulaient marcher? Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez dire par là qu'il y avait deux catégories de personnes, les marcheurs, on parle toujours du même jour, hein, les marcheurs, d'une part, et d'autre part, des personnes qui érigeaient des barrages? Merci, monsieur l'avocat. Je pense que ceux qui marchaient avaient une intention précise d'aller à la RTI. Mais lorsqu'on trouve des gens qui érigent des barricades, peut-être c'est juste pour rançonner la population, je ne sais pas. Et c'est des choses qui avaient cours et dans des zones un peu reculées. À votre connaissance, pendant la crise post-électorale, y a-t-il eu beaucoup de ces barricades où il était possible de rançonner des personnes qui ont été érigées à Bobo? Merci, monsieur l'avocat. Donc, il y a eu beaucoup de barrages, beaucoup de barricades. Dans un premier temps, c'était pour empêcher nos troupes de passer et de pouvoir faire le ravitaillement. C'est pourquoi j'ai utilisé le mot siège. Nous étions d'une certaine manière assiégés. On voulait nous couper toutes les voies possibles de ravitaillement. Et pendant cette même période, la circulation était, le véhicule était quasi nul, mais les quelques personnes qui se laissaient prendre étaient effectivement rançonnées.
Et pour que ce soit tout à fait clair pour nous, parce que nous essayons de comprendre, ceux qui tenaient ces barrages dont vous parlez, à Bobo, étaient-ils des membres du groupe rebelle? Merci, monsieur l'avocat. Donc, je vais dissocier euh, les deux temps. Il y a un barrage que j'ai croisé. Donc, je ne sais pas si ça répond, ça rentre dans le cadre de votre question. Mais parlant des barrages qui se sont mis en place et qui étaient mis là contre les forces de défense et de sécurité, c'était des barrages qui étaient tenus, c'est-à-dire faire une barricade et on reste à côté. Lorsque les forces de l'ordre arrivent et qu'ils descendent, quelques-uns descendent pour dégager, on leur tire dessus. Donc c'est ce qu'on appelle les barrages qui sont tenus. Donc c'était en tout cas des hommes armés. Des hommes armés qui s'attaquaient aux forces de maintien de l'ordre, c'est bien ça? Forces de l'ordre. D'accord. Alors, passons à un point que vous venez d'effleurer à l'instant, le ravitaillement. J'ai compris de votre témoignage que pour éviter les attaques contre les convois de ravitaillement, les responsables avaient utilisé plusieurs techniques. Un, de constituer des rames, c'est-à-dire un ensemble de véhicules suffisamment longs pour dissuader une attaque, correct? C'est correct. Deux, en faisant sortir et rentrer ces rames à des heures du jour et de la nuit totalement différentes pour tenter de dérouter d'éventuels assaillants, correct? C'est correct, monsieur l'avocat. 3, en laissant les soldats composant la rame tirer en l'air pendant que la rame était en mouvement, toujours pour dissuader d'éventuels assaillants, correct? Pas totalement. Ce ne sont pas les chefs qui laissaient tirer. Je l'ai précisé. Toutefois que chaque fois que la rame, des coups de feu venaient de la rame, le chef du PC se plaignait. Je l'ai mentionné. Donc, ce ne sont pas les chefs qui ont donné les ordres de tirer. Par contre, il y a un message qui a été lu, c'est-à-dire un document émanant du commandant supérieur où il est mentionné en cas d'attaque, riposter et rendre compte. Donc, à ce niveau, les ordres étaient clairs. Mais là, on parle de deux choses différentes, n'est-ce pas? Des soldats qui sont dans une rame et qui ont peur d'être attaqués et qui, pour éviter d'être attaqués, tirent en l'air, d'une part, et des soldats qui sont attaqués directement et qui se défendent d'autre part. C'est bien cela que vous voulez dire. Vous voulez distinguer les deux choses, n'est-ce pas? C'est bien cela, monsieur l'avocat. D'accord. Et pour que l'on comprenne bien, ces attaques possibles, ces embuscades possibles, pouvaient-elles avoir lieu tout le long du chemin
du camp commando à la sortie d'Abobo ou sur un tronçon plus court? Et si oui, quel tronçon? En fait, je vais vous dire ce que la question que je vous pose. Quelle était la longueur du trajet, plus ou moins la longueur, plus ou moins une approximation du trajet dangereux pour ceux qui composaient les rames de ravitaillement? Merci, monsieur l'avocat. Donc, par notre expérience, malheureuse expérience, qui a été d'essuyer des coups de feu de l'ennemi, nous avons jugé que ce n'était pas... c'est des gens qui avaient une connaissance, une petite connaissance, une petite notion au moins du combat. Donc, il n'y a pas un tronçon précis. Nous avons changé, comme vous-même vous l'avez dit, plusieurs fois de chemin. Donc, ceux qui attaquaient les forces de l'ordre, ceux qui attaquaient la rame, choisissaient des endroits qui leur étaient propices. C'est-à-dire toujours des hauteurs où eux-mêmes pouvaient non seulement être à l'abri, mais avaient, à partir de la hauteur, avaient plus de faveur. Il leur était plus favorable de tirer sur des hommes étant en hauteur que de se mettre dans une position basse. Donc, sur tous les chemins que nous avons expérimentés, il y avait toujours des endroits dangereux. Il n'y a pas une longueur précise. Donc, du moment où la rame sortait du camp commando, jusqu'à ce qu'elle arrive à la sortie d'Abobo, il pouvait toujours y avoir une attaque. C'est bien ça? C'est bien cela, monsieur l'avocat. D'accord. Le 3 mars 2011, la date de l'incident dont on a parlé, l'incident impliquant de manière alléguée des femmes. Y avait-il présence des forces de l'ordre à Bobo ailleurs qu'au camp commando? Merci, monsieur l'avocat. J'ai mentionné un peu plus haut la présence d'un détachement que j'avais déjà envoyé aux antennes de télévision et radio. Il y avait une quinzaine de personnes à cet endroit. Parlant d'une autre troupe, c'est fort possible. Par exemple, pour le groupe d'escadrons blindés, qui ne prenait pas une position en tant que tel dans la caserne. Il pouvait aider la rame à parvenir au camp commando et puis il lui ressortait pour faire toujours une patrouille du côté de derrière rail et puis il rentrait à la caserne d'Agban. Donc, il ne faisait pas partie des différentes troupes qui avaient des éléments détachés dans ma caserne. Donc, il rentrait dans Abobo et il ne signalait pas forcément leur présence. Mais je ne sais pas si ce jour-là, ils étaient présents. D'accord. À Abobo. Vous nous avez dit que l'une des raisons de votre désertion ce jour-là, c'était l'incident lors duquel
des membres d'une rame de ravitaillement auraient tiré sur des civils et atteint des femmes. C'est bien ça? L'une des raisons. Effectivement, monsieur l'avocat. Et vous nous avez dit avoir reçu des appels téléphoniques de différentes personnes, vous transmettant des informations contradictoires sur ce qui avait pu se passer. C'est bien ça? C'est bien cela. Certains vous accusaient d'avoir fait tirer sur ces civils, tandis que d'autres parlaient de mascarade. C'est bien ça? C'est bien cela. Alors, d'après ce que vous nous avez dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de possibilités. La rame ne réagit pas. Elle n'est pas attaquée. Mascarade. Une possibilité. Deuxième possibilité. La rame n'est pas attaquée, mais les soldats tirent. Peut-être parce qu'ils croient être attaqués. Troisième possibilité. Les soldats tirent en l'air. D'accord ? En tant que responsable du camp commando, vous avez tous les éléments, plus que nous en tout cas, plus que nous, pour... Vous avez les éléments qui vous permettent peut-être de vous être fait une certitude. Est-ce que vous avez aujourd'hui une certitude sur l'incident, sur ce qui s'est passé, sur la manière dont ça s'est déroulé? Your Honors. Ici, on demande l'opinion du témoin. Et ce sera à la Chambre de déterminer ces faits. La seule chose que peut nous dire le témoin, c'est ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu ce jour-là. Mais vu ce qu'il a déjà dit précédemment, je ne pense pas qu'il soit en mesure de dire quelle est son opinion, vu là où il se trouvait. De toute façon, il y aura d'autres personnes qui vont venir témoigner là-dessus. Réponse, oui, on croit, le président pour l'interprète, on croirait un peu des questions à choix multiples avec des options. Donc, je pense que vous devriez vraiment reformuler votre question, Maître Altit. Monsieur le Président, mais l'objection du procureur ne tient pas à la formulation, il tient à la nature même de la question. Well, there may be other reasons to object. Il y a d'autres raisons d'objecter, certes, hein, mais enfin, vous avez rendu votre décision, Monsieur le Président. Le Président, écoutez, oui, reformuler sans demander l'opinion du témoin et sans l'option des choix multiples. Si vous pouvez reformuler votre question pour obtenir des faits, eh bien, allez-y, mais uniquement pour cela. Très bien, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, capitaine, vous êtes un militaire. Toute votre vie, vous avez été un militaire. Vous avez des éléments dont nous ne disposons pas. Les soldats composant cette rame, s'ils avaient tiré
sur des civils sans avoir été attaqués auraient-ils manqué à leur devoir militaire? It's again an opinion, Your Honor. À nouveau, on demande l'opinion du témoin. Le président, oui. On demande une opinion. Have done if. Qu'aurait-il fait si... Allez, allez. Je vous en prie. On demande aux témoins d'appliquer les règles militaires à ce qui est discuté ici. C'est-à-dire d'appliquer un filtre militaire à ce qui est discuté ici. Maintenant, on peut passer outre. C'est un témoin du procureur. C'est un témoin du procureur. Le procureur ne veut pas entendre d'éventuels éléments que le témoin pourrait nous donner utilement. No. Je peux passer outre. Je peux passer outre. No, it's but we Le président, non. On aimerait avoir les informations sur les faits. Mais si vous posez la question, les soldats, s'ils avaient fait ceci ou cela, auraient-ils manqué à leur devoir militaire? Enfin, c'est une opinion. Vous allez avoir une opinion et rien de plus. Enfin, je le pense. Le président, écoutez, on ne va pas faire ce ping-pong éternellement. Donc, reformulez, s'il vous plaît, et obtenez des faits à partir du témoin. Et uniquement des faits. La question peut être reformulée de la manière suivante. Quelles sont les règles militaires que ces soldats étaient censés appliquer dans une telle situation? Et ce n'est pas une opinion, il s'agit de savoir quelles sont les règles à appliquer. Merci, monsieur l'avocat. Vous n'avez pas précisé la situation. Ah. Situation de danger pour la rame, sans attaque, puis situation d'attaque. Merci, monsieur l'avocat. Je pense que un document présenté ici a déjà donné la réponse. En cas d'attaque, riposter et rendre compte. C'est tout ce que nous apprenons en école militaire. Bon, la réponse est claire. Vous avez dit à un moment, toujours à propos de cet incident, des gens ont commencé à m'appeler du golf. Vous vous souvenez de ça? Effectivement, monsieur l'avocat. Qui vous a appelé du golf? Merci, monsieur l'avocat. Donc, ces personnes qui m'ont appelé
les coups de fil dont j'ai parlé, je ne connaissais pas les personnes qui m'appelaient. Donc une personne qui vous appelle du Golfe, dont vous ne connaissez rien, vous dit quelque chose et ça suffit à vous faire peur, c'est ça? Merci, monsieur l'avocat. Les coups de fil n'est pas le seul jour. J'ai parlé de coups de feu où on m'appelait et on me signalait des blessés au passage de nos hommes. Mais ce jour précisément, c'est des coups de fil aussi qui sont arrivés et ils m'ont précisé que nos troupes avaient tiré sur des femmes à leur passage. Et ce n'est pas seulement des coups de fil venus du Golfe. Autour de 16 heures, j'ai eu des collègues qui m'ont appelé aussi et qui ont essayé de m'expliquer ce qui s'était passé. Parce que, comme je l'ai dit, nous n'avions plus la possibilité de voir les images et nous n'avons pas cette possibilité ou ce temps matériel de nous mettre à écouter la radio. Donc nous étions préoccupés par une situation de combat et des collègues qui ont essayé d'expliquer ce qui s'était passé. Et même mes collègues aujourd'hui, il me serait difficile de me souvenir leur nom. Et ils vous ont expliqué quoi, ces collègues? Donc, lorsque j'ai parlé dans mes déclarations précédentes d'informations contradictoires, il y en a qui disaient que c'était une mascarade et que les militaires, enfin, nos troupes avaient effectivement tiré, mais les femmes se sont badigeonnées d'un produit pour faire croire que c'était du sang et se sont fait filmer. Donc il y avait cette première information et une autre information qui disait que au passage de nos hommes, en arrière des femmes qui étaient attroupées là, des gens en armes avaient tiré, avaient ouvert le feu sur nos troupes. Et c'est à la suite de ces coups de feu qu'il y a eu tir en direction des femmes. Qui commandait la rame de ravitaillement, la rame dont on parle là? Merci, monsieur l'avocat. Je ne me souviens pas, mais dans le positionnement des éléments, il y avait un engin qui devait prendre l'avant, la tête qui devait être en tête, et puis le deuxième engin blindé fermait la marche. Parce que ces engins ont des canons qui font 360 degrés. Donc, ils peuvent tirer dans toutes les directions. Mais à l'époque, il y a 6 ans, vous saviez qui commandait la rame? Merci, monsieur l'avocat. Je ne sais pas qui commandait la rame. Je le dis parce que, vous savez, plusieurs personnes sont passées pendant que j'étais encore là. Et donc, comme j'ai dit, il y a des officiers qui sont venus avec leurs hommes
Une autre fois, ils ont été remplacés par des sous-officiers, ainsi de suite. Donc, je ne peux pas me souvenir. Je ne me souviens pas. Et ce n'est pas moi qui leur donnais les ordres directement. Non, je me serais souvenu. Donc, c'est votre position que, à l'époque, en tant que commandant du camp commando, vous ignoriez qui commandait les rames qui arrivaient au camp ou qui commandait les rames qui sortaient du camp, les rames de ravitaillement, c'est ça? Merci, monsieur l'avocat. Je pense que, vu sous cet angle, ça voudrait dire que je fais de la rétention d'informations. Je dis bien que lorsque le PC a été créé, quelqu'un d'autre au-dessus de moi commandait directement et donnait les ordres directement aux hommes. Donc, c'est tout à fait normal que je ne sois pas en mesure de dire qui dirigeait la rame. Dans cette rame dont on parle, qui a circulé le 3 mars, vous ne connaissiez personne que vous auriez pu appeler au téléphone pour savoir ce qui s'était passé? Merci, monsieur l'avocat. Je l'ai déjà mentionné. Toutes ces unités qui venaient, nous n'avions pas de personnes que nous connaissions. C'est-à-dire que moi, personnellement, je ne connaissais personne. Les différents chefs de détachement échangeaient leurs numéros avec le responsable du PC. Et moi-même, j'étais devenu comme un chef de détachement maintenant, à l'intérieur de ma propre caserne. D'accord. Donc, la pression devenant forte, des accusations ayant été portées contre vous, notamment d'avoir fait tirer sur des civils par cette rame, vous décidez de déserter le soir même. C'est bien cela? C'est bien cela, monsieur l'avocat. Vous n'avez pas hésité? Merci, monsieur l'avocat. Effectivement, j'ai beaucoup hésité et ça a été, j'étais effectivement dans un dilemme. D'accord. Qui avez-vous appelé pour le prévenir de votre désertion? Merci, monsieur l'avocat. Je voudrais une précision. Qui j'ai appelé parmi mes chefs ou bien qui j'ai appelé pour parler de ma volonté de partir? Là, je ne comprends pas. Je vais reformuler, ne vous inquiétez pas. Au moment où vous avez pris votre décision, avez-vous appelé quelqu'un pour le prévenir de cette décision? Merci, monsieur l'avocat. Je l'ai déjà mentionné, j'ai appelé mon épouse. Et à part elle? Pardon? À part votre épouse? Quelqu'un d'autre? Je ne pense pas.
vous nous avez dit, vous êtes rendu, si j'ai bien compris, hein, vous me dites si j'ai bien compris, vous êtes rendu du camp commando au 43e BIMA, c'est bien ça? C'est bien cela. Et vous n'aviez prévenu personne au 43e BIMA? Personne. Ah, pourquoi vous y allez alors? Donc, j'aimerais vous ramener un peu en arrière parce que lorsque j'ai pris contact avec mon épouse, c'est elle qui ensuite a appelé l'un de ses parents. Et c'est lui qui m'a dit où je devais me rendre et la personne qui devait venir me prendre. C'est comme ça, c'est parti. Donc, je n'avais pas de contact au 43e BIMA. Vous voulez dire que la personne qui a appelé votre épouse vous a donné le nom d'un officier français au 43e BIMA qui était la personne à contacter. C'est ça ou c'est pas ça? Ce n'est pas ça. Ce n'est même pas... C'est pas ce que j'ai dit. Je dis que lorsque j'ai contacté mon épouse, elle a fait un coup de fil et elle m'a dit ensuite que son cousin ou son frère en question dont j'ai parlé faisait venir quelqu'un. Et par la suite, il m'a précisé, ce dernier m'a précisé celui qui devait venir, plutôt par le véhicule, la couleur du véhicule, la marque et la couleur du véhicule. Et le lieu où je devais prendre ce véhicule. Donc, c'était non loin de mon domicile. Et c'est de là que nous sommes partis. C'est eux qui ont pris les contacts qu'il fallait. Et puis, je me suis rendu où je devais être. Donc, c'est cette personne qui vous a emmené au 43e BIMA et qui avait les contacts au 43e BIMA. C'est ce que vous dites? Merci, monsieur l'avocat. Donc, la personne qui m'a transporté dans le véhicule s'est limitée à l'entrée au portail et n'a pas échangé avec une personne du BIMA. Donc, je suis arrivé et j'ai attendu jusqu'à ce qu'un soldat vienne vers moi. Et le soldat m'a fouillé. Tout ce qui était munitions, armes, j'en ai été dépossédé. Puis, il m'a conduit à l'intérieur du camp. Donc, quand vous parlez du portail, c'est le portail du camp du 43e BIMA, c'est ça? C'est bien cela. Ensuite, il y a un soldat français qui vient vous fouiller, c'est ça? C'est bien cela. Ensuite, il vous accompagne voir qui? Donc, il me fait rentrer dans la caserne du 43e BIMA et il m'envoie jusque dans un local. Et c'est par la suite que j'ai pu voir un des responsables. Qui? Donc, il y a un général français qui est venu s'adresser à moi et qui m'a fait savoir que je n'allais pas rester dans cette base et que le lendemain, je serais transféré ailleurs. Transféré où? Il m'a dit ailleurs. D'accord. Qui assistait à l'entretien entre vous et le général français? Je pense qu'il y avait peut-être un... Bon, quand je me souviens un peu l'image, il y avait un soldat qui n'était pas trop loin.
Mais ce soldat nous a laissé nous entretenir seul à seul. Le général vous a débriefé? Merci, monsieur l'avocat. C'est le terme qui a été employé. Et pouvez-vous dire à cette chambre ce qu'est un débriefing au sens militaire? Merci, monsieur l'avocat. Le général m'a posé un certain nombre de questions sur ma fonction d'abord. Certainement, il voulait s'assurer de ma qualité. C'est-à-dire si c'était effectivement moi qu'il devait recevoir. Et donc, j'ai répondu à toutes ces questions. Et lorsqu'il a été, je pense, satisfait, et il m'a donné l'information que j'allais passer la nuit là, mais que le lendemain, je serais transféré ailleurs. Donc, le débriefing, c'est pour s'assurer que, d'abord, s'adresse à la personne qu'il faut. Et puis, est-ce qu'il y a aussi un volet un peu psychologique? Si peut-être j'avais besoin d'une aide psychologique, je pense que certainement, ou une aide médicale, peut-être que je l'aurais eu. Est-ce que le général vous a dit si ces services écoutaient vos conversations entre gendarmes? Il ne me l'a pas dit. D'accord. Maître Altit, it's now 50. Maître Altit, il vous reste maintenant 50 ou 15 minutes. Alors, là, la défense a dépassé le bureau du procureur et il vous reste 15 minutes. Conscience de la situation et je vais essayer de m'en tenir aux 15 minutes. Je vais aller un peu plus vite sur certains points et je vais essayer de m'en tenir aux 15 minutes. Donc, capitaine, vous passez la nuit à la caserne du 43e BIMA. Correct. C'est correct, monsieur l'avocat. Vous y rencontrez d'autres officiers ivoiriens? Non, monsieur l'avocat. Et le lendemain, selon votre récit, vous êtes transféré à l'hôtel du Golfe. Vous êtes transféré par qui à l'hôtel du Golfe? Merci, monsieur l'avocat. J'ai été transféré par le général et ses hommes. Français. Le général français et ses hommes. Vous étiez habillé comment lors de ce transfert? Merci, monsieur l'avocat. Comme je l'ai mentionné dans mes auditions, j'étais toujours dans la tenue de l'armée ivoirienne, en tenue de combat. Et le général a demandé que ces hommes me donnent
un haut, une veste treillis de l'armée française. D'accord. Alors, vous arrivez à l'hôtel du Golfe, vous êtes attendu. Il y a un comité d'accueil, il y a des gens qui vous attendent. Je ne comprends pas. C'est une question ou bien... Y a-t-il des gens prévenus de votre arrivée qui vous attendent, vous, personnellement? Non, monsieur l'avocat. D'accord. Quelques jours après, et vous m'arrêtez si je me trompe dans les dates, le 14 mars, et je parle sous votre contrôle, hein, capitaine, il y a une cérémonie de présentation de la nouvelle armée ivoirienne qui a lieu à l'hôtel du Golfe, correct? C'est correct, Vous monsieur l'avocat. vous y participez? Effectivement, je suis allé dans la salle et on m'a dit qu'il y avait une cérémonie. Donc, c'est pendant que j'étais là que le président Alassane est venu faire l'annonce. J'étais présent. Quelle annonce? Ce que vous venez de dire. Qu'il y avait une nouvelle armée ivoirienne, c'est ça? Effectivement. Et pour lui, le président Alassane, vous y participiez, vous en faisiez partie, c'est ça? Merci. Merci, monsieur l'avocat. Je ne peux pas savoir ce que le président pensait. Mais moi, dans ma position, je me considérais toujours soldat de l'armée ivoirienne. On ne vous demande pas ce que le président pensait, on vous demande en qualité de quoi étiez-vous dans cette salle et avez-vous été présenté, puisque j'ai compris que vous aviez été présenté au président Ouattara, en qualité de quoi? D'officier de la nouvelle armée ivoirienne ou en une autre qualité? Non, je sais qu'il y a 15 minutes, là, mais... Sorry, I'll say this in English. Excusez-moi, je vais le dire en anglais. Enfin, quoi qu'il en soit, de toute façon, le témoin comprend l'anglais apparemment. Et de toute façon, Monsieur le Président, je pense qu'il faut revoir la déposition ce que le témoin a dit lorsque le témoin a dit qu'il avait été présenté au président Ouattara. Là, je pense qu'il y a peut-être une confusion pour ce qui est des dates. Le président. Et, Monsieur McDonald, il y a deux événements qui font défaut, le président. Je ne sais pas quels sont les deux événements qui font défaut. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que j'avais à la fois raison et tort. Ça dépend comment on voit les choses. J'avais raison lorsque j'ai dit que vous aviez dépassé le bureau du procureur pour ce qui est de la durée des questions que vous posez, mais j'avais tort lorsque je vous ai dit que vous n'aviez plus qu'un quart d'heure parce que nous allons aller jusqu'à 13h30. Nous faisons des volets d'audience de 2 heures. Alors, pour ce qui est de ce que nous dit maintenant Monsieur McDonald, je ne sais pas ce qui a été mélangé en fait, où réside la confusion. Monsieur McDonald, je fais référence à l'agenda du témoin et à l'information qui y figure. Alors, on demande au témoin pourquoi est-ce qu'il était ici, pourquoi ne pas lui poser des questions du style en quelle capacité se trouvait-il là? Voilà.
Le président, plutôt que de donner la réponse en posant la question, c'est cela? Maître Altit, je vous en prie. Clarifier un tout petit peu parce qu'en effet, il y a plusieurs événements. Alors, vous arrivez au Golfe le 4 mars, correct? C'est correct, monsieur l'avocat. La cérémonie de présentation de la nouvelle armée ivoirienne, c'est quel jour? Merci, monsieur l'avocat. C'est plusieurs jours après. D'accord. Votre présentation au président Ouattara, c'est quel jour? Je pense que c'est le même jour ou le lendemain, en tout cas. De la cérémonie. Non, non, non. Le même jour de mon arrivée ou le lendemain de mon arrivée. D'accord. Et ensuite, si j'ai bien suivi ce que vous nous disiez, je crois, hier, vous avez de nouveau été reçu par Alassane Ouattara. C'est bien cela? Là, je ne comprends pas, monsieur l'avocat. Quand vous dites de nouveau, c'est-à-dire que lorsque je suis arrivé, How many times, how many Le président, combien de fois avez-vous été reçu par M. Alassane Ouattara? Combien de fois lui avez-vous parlé dans ces circonstances? merci, monsieur le président. Merci, monsieur l'avocat. Je ne me rappelle plus, mais je l'ai mentionné dans mon agenda. Donc, en tout cas, avant, j'ai été reçu plus d'une fois. D'accord. Quoique accusé d'avoir fait tirer sur des civils, vous êtes reçu dans les jours suivants par Alassane Ouattara, c'est ça votre position? Merci, monsieur l'avocat, mais je ne sais pas si c'est le président Alassane Ouattara me voyait comme un accusé avant de me recevoir. Probablement pas, puisque si j'ai bien compris, vous recevez quelques jours après 500 000 francs CFA. C'est bien ça? C'est bien cela. Des mains d'un adjoint de Guillaume Soro. C'est bien ça? Je n'ai pas mentionné cela. Alors dites-nous. J'ai dit que je recevais cet argent des mains de quelqu'un qui était dans le protocole. La question m'a été déjà posée et j'ai répondu. Dans le protocole de M. Alassane Ouattara. Donc un adjoint d'Alassane Ouattara. Non, adjoint, je ne sais pas trop ce qu'il faut dire. D'accord. Mais Alors, dans cet hôtel du Golfe, vous y restez. Vous y arrivez le 4 mars et vous y restez jusqu'à quand? Quelle date? merci, monsieur l'avocat. Je suis resté à l'hôtel du Golfe jusqu'à ce que jusqu'après l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Mhm. Après longtemps, c'est-à-dire beaucoup après, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou juste peu après? C'est juste peu après. D'accord. Deux situations se sont présentées. Lorsque le président Laurent Gbagbo a été arrêté,
il a commencé à affluer plusieurs personnalités, Si vous permettez, à affluer vers le golfe, si vous permettez, oui. capitaine, on va y revenir. Je voudrais suivre la chronologie, ça rend les choses plus faciles pour tout le monde, si vous voulez bien. D'accord. Monsieur le Président, ai-je bien compris et avez-vous fait preuve d'une grande générosité à mon égard en m'autorisant à aller jusqu'à 1h30? No, I'm not very generous. Non, 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 non. Ce n'est pas que je sois très généreux. Il y a un horaire étendu, donc nous allons aller jusqu'à 13h30. Mais point n'est besoin d'aller jusqu'à 13h30, maître Altine. Voilà ce que j'ai dit. C'est de m'arrêter avant. Alors, donc vous étiez à l'hôtel du Golfe pendant toute cette période. Question. Y avez-vous vu souvent Alassane Ouattara? Et je précise, cette fois-ci, il ne s'agit pas de le voir, de le rencontrer cela seul ou de manière personnelle, mais l'avez-vous vu dans cet hôtel, peu importe que vous ayez été loin, près, etc. L'y avez-vous vu souvent? Merci, monsieur l'avocat. Je ne l'ai pas vu souvent pour la simple raison que lorsque je suis arrivé, la chambre, je suis resté constamment dans la chambre qui m'a été attribuée, en dehors des rencontres dont j'ai parlé. Donc vous ne sortiez pas de la chambre? C'est exact, monsieur l'avocat. Où preniez-vous vos repas? Il y avait un service traiteur. Vous y étiez seul dans cette chambre? Lorsque je suis arrivé, au départ, j'étais sous des bâches et par la suite, avec les pluies, il nous a été demandé, je n'étais pas le seul, donc il m'a été demandé avec les autres de regagner les chambres, les bâtiments à étage. Donc je partageais la chambre avec quelqu'un d'autre. Qui ça? Avec un certain Salif. Un Ivoirien? Un Ivoirien? Je pense bien, monsieur l'avocat. Si je comprends ce que vous venez de nous dire, au début de votre séjour, vous n'étiez pas dans une chambre, vous étiez dans une tente. Peut-être que je n'ai pas bien compris, hein, vous me dites. Vous étiez dans une tente qui était divisée en compartiments et où il y avait, je suppose, des militaires. Est-ce que j'ai bien compris? Merci, monsieur l'avocat. Donc, la tente n'était pas compartimentée. C'est une tente et avec les pluies, il nous a été demandé de quitter cette tente. No, I wonder what this has. Le Président, j'aimerais bien savoir ce que cela a à voir avec notre affaire. Pourriez-vous éclairer notre lanterne? Le fait que le témoin soit ou non dans une tente, enfin, on aimerait bien savoir un petit peu ce que cela a à voir avec cette affaire. Merci. J'ai 3 ou 4 questions, nous allons y venir. Je prépare. Capitaine, qui étaient les personnes avec qui vous partagiez la tente? Merci, monsieur l'avocat. C'était pour la plupart des officiers de l'armée ivoirienne.
de l'armée ivoirienne. De quelle armée ivoirienne? Parce que, vous voyez le problème. Effectivement, monsieur l'avocat, je n'ai pas dit la nouvelle armée. Le terme employé par monsieur Alassane Ouattara, vous avez mentionné une cérémonie au cours de laquelle il a parlé de la création de la nouvelle armée. Donc, je ne fais pas allusion à cette armée. Sinon, j'aurais dit la nouvelle armée. Donc vous voulez dire de l'ancienne armée, de l'armée normale, c'est ça? C'est ça que vous voulez dire? Effectivement, de l'armée normale, je préfère ce terme. Pas de l'ancienne armée. D'accord, Parce qu'il n'avait pas encore une nouvelle armée. d'accord. Donc si je comprends ce que vous nous dites, vous partagiez cette tente avec d'autres déserteurs. Est-ce que c'est ça? C'est bien cela, monsieur l'avocat. Merci. Mais néanmoins, il y avait des contingents de la nouvelle armée à l'hôtel du Golfe, n'est-ce pas? Merci, monsieur l'avocat. Il y avait effectivement beaucoup de soldats. Et parmi... Combien? Pardon de vous interrompre, mais combien? Pouvez-vous nous donner un ordre de grandeur? Non, je viens. Je sais que vous êtes pressé par le temps, mais je veux être précis. Il y avait beaucoup de soldats. Et je précise, il y avait des soldats des soldats onusiens. Donc, ces gens-là, on les voyait aussi en treillis. Et il m'a fallu du temps pour pouvoir faire la différence. Donc, après, je voyais aussi des personnes en treillis, mais qui semblaient être un autre groupe. Donc, puisque nous ne les approchions pas, je ne sais pas si c'était aussi des gens de l'armée ivoirienne ou bien est-ce que c'était des rebelles? Alors, vous venez de nous donner un grand nombre d'informations. D'abord, vous dites, j'avais du mal à... Vous m'arrêtez hein, si j'ai mal compris. J'avais du mal à distinguer entre les contingents onusiens et des soldats de la nouvelle armée ivoirienne. Est-ce que c'est ça? Et si oui, ma question, pourquoi? Je n'ai pas parlé de la nouvelle armée. Je dis la question au moment où vous la posez et le moment indiqué, il ne pouvait pas avoir, il n'avait pas encore de nouvelle armée. Donc je parle de l'armée tout court. Il n'y avait pas de nouvelle armée. Je fais la différence entre... Pardon. Je vous interromps et vous me pardonnez de vous interrompre parce que vous savez qu'on n'a pas beaucoup de temps et je sais que vous voulez nous donner des informations utiles à cette chambre, à l'accusation, à la défense et au juge. Je le sais. Mais nous, on n'a pas vos connaissances. Alors il y a des choses qu'il faut nous expliquer simplement parce que sinon, on va patauger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez dit une chose que j'ai relevée. Je ne pouvais pas distinguer, disiez-vous à l'instant, entre les contingents de l'ONU basés à l'hôtel du Golfe et qui, peu importe qu'on l'appelle nouvelle armée, rebelle, dites-nous qui sont ces gens de qui vous ne pouviez pas distinguer les contingents UN? Merci, monsieur l'avocat. Donc, je l'ai dit, j'ai cherché à faire la distinction parce qu'on voyait plusieurs personnes en tenue de combat. En dehors de nous-mêmes et des contingents onusiens, je dis qu'il y avait d'autres personnes en tenue de combat, mais je ne sais pas si ces personnes faisaient partie de l'armée ivoirienne ou bien des contingents, enfin des troupes rebelles. C'est ce que je dis. Capitaine, comment est-ce que vous pouviez ignorer une chose pareille? Vous êtes un spécialiste, vous êtes un soldat, vous ne pouviez pas savoir si c'était des rebelles ou d'autres gens? Merci, monsieur l'avocat.
ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas ce qui pouvait permettre de faire la distinction, puisque nous n'avions pas de contact. S'il y avait contact, on aurait su, soit par le langage, que ce n'était pas des militaires actifs. D'accord. Qu'est-ce qui rendait difficile la distinction? Qu'est-ce qui rendait difficile la distinction entre ces contingents des Nations Unies et ces troupes peut-être rebelles? C'était quoi? Pourquoi c'était difficile de les distinguer? Merci, monsieur l'avocat. Je ne fais pas... la difficulté n'est pas entre les contingents onusiens et les autres troupes. Je dis la distinction était entre des militaires en activité qui avaient déserté comme moi, ou bien avec une autre troupe, comme vous avez dit, des troupes rebelles. C'est à ce niveau-là que je vais faire la distinction. Sinon, les troupes onusiennes, on les voyait, on les reconnaissait. Plus tard, je me suis habitué à les reconnaître. D'accord. Ils venaient de quel pays, ces contingents onusiens qui étaient basés à l'hôtel du Golfe? Merci, monsieur l'avocat. Il y avait un contingent sénégalais, un contingent togolais, un contingent Bangladesh. C'est tout? C'est ce que nous avions là-bas. Avez-vous, pendant votre séjour au Golfe, été intégré dans les troupes loyales à Alassane Ouattara? Avez-vous reçu une nouvelle qualité, peut-être avec le même grade? Avez-vous eu une responsabilité quelconque? Merci, monsieur l'avocat. J'ai répondu partiellement à cette question déjà. Si on peut appeler cela responsabilité, j'avais commencé à expliquer pourquoi. Mais j'étais au Golfe et plus tard, c'est-à-dire après l'arrestation du président Laurent Gbagbo, il m'a été demandé, en même temps que plusieurs autres gendarmes, d'aller sécuriser les prisonniers politiques. Donc, si on peut appeler ça une responsabilité. D'accord. Alassane Ouattara, vous disiez l'avoir peu vu. Il habitait à l'hôtel du Golfe? Merci, monsieur l'avocat. Toutes les fois que je l'ai rencontré, en tout cas, c'était à l'hôtel du Golfe. Vous y avez vu des soldats français? Merci, monsieur l'avocat. Le premier jour, lorsque je suis arrivé, il y a 2 officiers qui ont été présentés. 2 officiers de l'armée française et qui étaient non loin de la berge, parce que l'hôtel est en bordure de la lagune. Et ces 2 officiers étaient-ils basés au Golfe, à votre connaissance? Merci, monsieur l'avocat. Je ne saurais le dire parce que, comme je l'ai déjà mentionné, je ne sortais pas de ma chambre. Mais quand vous étiez sous la tente, vous voyiez bien ce qui se passait autour de vous, non? Merci, monsieur l'avocat. La tente est séparée carrément parce que c'est une ancienne tente des soldats onusiens. Et donc, ce qui s'y passait
devait être carrément en retrait du reste de l'hôtel. Donc, il ne nous était pas possible de voir ce qui était fait dans le reste de l'hôtel. Et quand vous aperceviez Alassane Ouattara, il était accompagné par des conseillers français, à votre connaissance? Merci, monsieur l'avocat. Je ne l'ai jamais vu accompagné de conseillers français. Mhm. Les troupes non onusiennes, dont vous nous parliez, et peu importe les distinctions parmi elles, disposaient-elles de matériel lourd, à votre connaissance? Merci, monsieur l'avocat. Je n'ai pas vu de matériel lourd en leur possession. Cependant, je n'exclus pas la possibilité qu'il y ait du matériel lourd. Pour la simple raison que l'hôtel était occupé par beaucoup de civils. Beaucoup de civils qui étaient là. Il y avait là aussi les partisans du président Bédié et lui-même. Donc il y avait beaucoup de civils. Les armes ne circulaient pas trop. D'accord. Et même les troupes onusiennes, on les voyait très peu en armes. D'accord. Est-ce que vous savez comment était ravitaillé l'hôtel du Golfe? Merci, monsieur l'avocat. Je ne savais pas. Seulement, c'est des images qui ont été présentées et qui ont été commentées par des amis que moi-même je n'ai pas vu. Et il paraît qu'il y avait un blocus autour de l'hôtel et les forces de l'ordre, les militaires qui occupaient les positions et qui avaient fait le blocus, avaient une fois arraisonné un véhicule de ravitaillement. Et c'est à cette occasion que la population a pu voir comment l'hôtel était ravitaillé. Mais je ne sais pas si c'était la seule voie de ravitaillement. Ou est-ce que après cet incident, les choses ont changé? Vous disposiez d'un traiteur, vous nous avez dit. C'est bien ça? C'est bien cela. D'accord. Les deux soldats français dont vous nous avez dit qu'ils vous avaient accueilli à votre arrivée, quel était leur nom? Monsieur le Président, le témoin demande au partiel. Monsieur le Président, pardon. Pour ne pas ralentir, je propose de continuer en audience publique et je reposerai la question à la toute fin des débats. Comme ça, on peut continuer, on termine et je poserai la question à la fin. In 2 minutes' time, yeah. Dans 2 minutes? Capitaine, avez-vous vu des soldats
basé à l'hôtel du Golfe, partir en opération pendant que vous étiez à l'hôtel du Golfe? Merci, monsieur l'avocat. Je pense que je ne peux pas être précis, mais je crois à deux occasions. À deux occasions. Première occasion, une attaque avait été menée à partir de la lagune sur l'hôtel du Golfe. Donc, lorsque j'ai entendu les coups de feu, là, je suis arrivé au balcon et par la suite, je ne pouvais pas voir toute la scène et je suis descendu et j'ai vu des troupes armées et se dépêcher pour prendre des positions, en plus des contingents onusiens. D'accord. Et la deuxième fois, c'est lorsque le président Laurent Gbagbo a été emmené à l'hôtel du Golfe. Là, je ne les ai pas vus partir, mais je les ai plutôt vus venir. Il y avait beaucoup de cris. D'accord. Le président Gbagbo n'a pas été le seul à être amené à l'hôtel du Golfe. Il y a eu beaucoup d'autres gens qui ont été faits prisonniers, n'est-ce pas? C'est exact, monsieur l'avocat. Est-ce qu'ils ont été victimes de mauvais traitements à l'hôtel du Golfe? Merci, monsieur l'avocat. Je ne peux pas donner de précision. Cependant, j'ai aperçu le président lui-même, son épouse et son fils qui avait du sang sur la tête et une blessure sur la tête. Donc, est-ce que ça avait été fait au moment de son arrestation en ville? Est-ce que ça avait été fait là? Je ne sais pas. D'accord. Une question différente. Vous avez dit que le colonel Doumbia Lassina, qui commandait le commando à l'époque, était devenu général et commande aujourd'hui la force spéciale. Vous pouvez nous dire en un mot ce que c'est cette force spéciale? Merci, monsieur l'avocat. C'est un ensemble de personnels qui sont de l'armée de terre. C'est des personnes qui ont été choisies pour faire une formation un peu spéciale dans les pays hors Côte d'Ivoire. Par exemple, on a cité le Maroc, on a cité Israël, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de gendarmes, donc il nous est difficile d'accéder à des informations sûres. Ce qui est sûr, ils ne sont pas basés à Abidjan. Donc, c'est aussi une des difficultés. D'accord. J'ai deux questions pour vous. Deux questions. La première, vous avez dit, au tout début de votre témoignage, et je vais vous citer pour ne pas ce sont les transcrits français édités du 31 août, page 30. Ligne 1 et suivante. Et vous dites, lorsque j'ai été approché, je cite, lorsque j'ai été approché par l'équipe du bureau du procureur,
j'ai émis. J'ai posé la question de savoir si je pouvais refuser de témoigner, si je pouvais garder le silence. Et ils m'ont dit que, étant entendu que je pouvais constituer un témoin important, je serais obligé, je serais contraint par la Cour. Et donc, j'ai coopéré avec eux. Ma question est la suivante. Si je comprends bien, vous auriez préféré ne pas témoigner. Est-ce que c'est bien ça? Merci, monsieur l'avocat. Effectivement, j'aurais préféré ne pas témoigner. Et maintenant, avec l'autorisation du président et de la Chambre, nous pourrons passer en audience à huis clos pour que je vous pose la question, la seule question, concernant l'identité des deux personnes dont nous parlions. Monsieur le Président, avec votre autorisation. Yes, let's go. Le président, très bien. Passons au huis clos partiel.